première question générale. Après tout ce que vous avez entendu de magnifique sur le pavillon Gérard Arguin, est-ce qu'il doit être protégé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce qu'il a une valeur patrimoniale? Avant. Voilà. Est-ce qu'il a une valeur patrimoniale? Moi, je vais faire une parenthèse. Vous avez posé une question à Pierre-Luc où vous lui avez demandé quels étaient ses plus grands problèmes. Mon plus grand bonheur, c'est que dans tous ces problèmes qu'il a voulu nommer sur le cégep, il n'a pas nommé le pavillon Gérard Arguin. Je trouvais qu'on avait déjà une assise. Alors, est-ce que le pavillon Gérard Arguin a une valeur patrimoniale? Monsieur Gaston, est-ce que l'historien trouve que la réponse est... Quand on a commencé avec France cet atelier qui a été suggéré par Sylvain, moi, après avoir travaillé sur le dossier d'Arvida, j'ai commencé à Arvida au ministère en 1994. Et ce n'est qu'en 2017, en Martin, que finalement le site déclaré a été autorisé. Avis de déclaration en 2017 et déclaration en 2018. Bon, OK. Alors, moi, quand je m'intéresse au patrimoine presque depuis 40 ans, et qu'on m'a interpellé, moi, tout de suite, ici, c'était significatif. Et c'était quelque chose où il fallait intervenir. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de patrimoine. Et aussi sur qu'est-ce qu'on va conserver de significatif, de bâti, après le cégep. Si on regarde le bâti aujourd'hui, qui est très standardisé, je me demande, moi, ceux qui vont nous suivre, sur quoi vont-ils intervenir pour assurer une signification dans l'histoire du Québec? Moi, c'est la grande question. Donc, compte tenu du fait qu'on a très peu de choses de protégées et de signifiants, ici, c'est signifiant, de soi, on doit intervenir. Est-ce que, M. Martin, vous vous trouvez interpellé? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit dans votre présentation qu'on ne pouvait pas citer ou utiliser un levier de ce type-là pour un bâtiment public. La citation est un geste délégué aux pouvoirs municipaux en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Maintenant, au-delà de ça, il y a toujours une possibilité de classement. Donc, on pourrait aller avec l'accord du cégep, on pourrait aller avec une citation, mais si jamais les gestionnaires changent, bien, ils ne seraient pas tenus, en vertu de cette même loi-là, et plus spécifiquement en vertu de ce que stipule son article 3, ils ne seraient pas tenus de s'y assujettir. Par contre, si l'immeuble est classé, bien là, ils y sont tenus, effectivement. Donc, c'est un détail là, dans la loi, mais donc on peut pas, la municipalité ne peut pas assujettir le propriétaire d'un immeuble, bien, le gouvernement ou ses représentants. Donc, je pense à presque toutes les écoles, là, sauf certaines écoles privées. Donc, une ville ne peut pas assujettir de force là, un propriétaire d'immeuble appartenant au gouvernement par un acte de citation patrimoniale. On peut le faire, mais il n'est pas obligé de s'y assujettir. Donc, si on veut assurer une véritable protection, il faudrait penser à un classement. Est-ce qu'il y a lieu de faire un classement avec une partie du bâtiment ici, peut-être? Pour moi, si je reviens à la première question, la journée d'aujourd'hui a enlevé tout doute sur la question à savoir s'il y a une valeur patrimoniale ou pas. Oui, il y en a une. Et, déjà une réponse. Et ce qui permet le mieux d'assurer la préservation, c'est l'intention de le préserver. Et là, encore, je regarde
le directeur général du cégep, l'intention, elle est là. Mais le directeur, il ne sera pas là pour l'éternité. Probablement que c'est pour ça qu'il pense, entre autres, à un plan de conservation. Il n'y a rien qui empêche l'institution de faire un plan de conservation, même s'il n'y a pas de statut patrimonial légal à proprement parler. Le bâtiment demeure un bâtiment patrimonial parce qu'il va figurer ultimement sur un inventaire de bâtiments d'intérêt. Donc, en vertu de la loi, même s'il n'y a pas de statut spécifique, là, s'il n'est pas cité ou classé, c'est un bâtiment d'intérêt. Donc, ça demeure un bâtiment patrimonial selon la définition de la LPC. Mais il est certain que si on veut assurer sa préservation au-delà de la vie active des gestionnaires actuels, là, il y a un geste concret à poser, effectivement. Est-ce qu'on veut le faire? Là, c'est une autre paire de manches. J'ai entendu dans ce que vous venez de faire comme remarque que ça pourrait être partiel. Est-ce que je me trompe? Donc, on pourrait ne pas être en train de classer l'ensemble du pavillon Gérard-Gay, mais de cibler des éléments qui pourraient aussi faire que Pierre-Luc a l'impression de percevoir une tonne de béton sur ses épaules, mais que ça soit gérable, mais qu'on garde un fil qui va assurer que les gestionnaires changent, mais qu'on va pouvoir avancer. Madame? Mais je pense que, le partiel, ça s'applique souvent aux intérieurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas, classer tous les intérieurs de bâtiments, on va délimiter des zones. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la parole, mais oui, moi, je dirais, c'est sûr que moi, je suis persuadée de longue date que le pavillon, ici, a une valeur patrimoniale architecturale. Mes recherches m'en ont convaincu d'autant plus. Je pense vraiment, mais l'équivalent, je dirais, pour moi, un des grands créateurs du Québec de la même génération, peut-être que c'est surfait, j'en sais rien, mais c'est sans doute un des plus connus, c'est Roger Dastou. Récemment, il y a 1 an, l'église de Saint-Maurice-de-Duvernay a été classée. Pour moi, ce pavillon-ci, il est au niveau, de la qualité de l'œuvre architecturale, qu'on le prenne sur toutes ses facettes, la notoriété des concepteurs, qu'on prenne sur la facette architecture proprement dite, c'est vraiment au même niveau. Je pense que c'est une œuvre vraiment unique et qui a une valeur qui dépasse même le Québec et le Canada. Ça, pour moi, j'en suis sûre. Jérôme Gagnon, ce matin, nous a convaincus qu'il avait une valeur historique. Ça, c'est évident dans la région, et que son architecture, c'est vraiment la traduction d'une énergie locale. C'est comme une histoire sociale, une histoire collective qui a son pendant architectural. Moi, j'ai un peu compris ça comme ça. Je pense qu'au niveau urbain aussi, c'est un bâtiment, même s'il a été construit à la périphérie, qui quand même garde des liens avec la ville. On a bien vu ce qui est arrivé à la pauvre école polyvalente. Je pense quand même que c'est un bâtiment et qui a aussi une valeur paysagère. Ça, c'est des aspects qu'on n'a pas, explorés. Et je pense avec la qualité, le nombre de gens, qui sont attachés au bâtiment, qui sont sans doute ici une population bien particulière, mais je pense qu'il a aussi une valeur emblématique. Il a une valeur symbolique pour la population. Donc, je pense qu'au niveau des valeurs qu'on peut décliner pour ce pavillon, le pavillon coche de manière positive bien des valeurs. Alors, la question de l'authenticité, il y a des éléments qui ont perdu leur authenticité, il y en a encore qui ont une grande authenticité. Là, je parle encore une fois en premier lieu de l'architecture parce que c'est mon domaine de prédilection, mais il y a un grand élément fondamental qui est l'authenticité de l'usage. L'authenticité, ça se mesure, au niveau de la technique, de la forme, des matériaux, mais ça se mesure aussi au niveau de l'usage. Et ce bâtiment-ci, il a une grande qualité, c'est qu'il est toujours
une institution d'enseignement. Donc, là aussi, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs, quoi. Voilà. J'ai cru voir votre... Il y a une valeur doigt intangible aussi. Mais c'est dans les emblématiques. C'est vrai que moi, je suis très attachée à la matérialité, à l'architecture. Je ne suis pas, comment dire, quelqu'un qui... La question de l'immatériel, même si l'histoire, c'est l'immatérialité, c'est un récit sur le passé, mais je reste attachée à la matérialité, malheureusement. Je ne sais pas si c'est un malheur, pas pour moi, mais pour quelqu'un. Voilà. Alors, J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le fait qu'on avait concrétisé l'énergie de Jonquière dans l'expression architecturale dans ce bâtiment-ci. Si on voulait cibler des éléments qu'on doit absolument conserver ou pour lesquels on doit se donner un regard plus précis, est-ce que vous auriez déjà une amorce de suggestion, même si on n'a pas fermé une étude? Ou... Oui, M. Carbonnet. En fait, moi, j'ai découvert l'intérieur du bâtiment hier et c'est un bricolage architectural extrêmement sophistiqué. Et donc, moi, je dirais, qu'est-ce qu'il faut conserver? Il faut conserver tous ces aspects qui font en sorte que c'est un assemblage sophistiqué de tous les outils de l'architecte moderne qui visait une spatialité, donc des doubles hauteurs. Et ça devient extrêmement difficile au niveau des codes, de la lumière zénitale, la texture sur le béton. C'est comme un langage ou un récit de dire, mais voilà ce qui est important à notre époque à mettre en valeur. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, on pourrait les lister, même les cartographier et dire, mais voici ce qui fait en sorte qu'on a bricolé finalement tous les thèmes de l'architecture moderne dans un tout cohérent. Et c'est ça qu'on doit conserver. Et conserver, pas juste dans l'idée qu'on garde, mais quand on fait une intervention, comment on amplifie. Et ce qui devient extrêmement difficile, c'est tous les aspects nouveaux, la nouveauté. Ajouter un système de son, ajouter un système Internet, ajouter des nouveaux types de luminaires, du LED. Ça devient extrêmement difficile parce que finalement, ça amène à des incongruités complètement qui tuent finalement l'idée originale. Et je pense que pour moi, c'est clair que le bâtiment, il a une valeur exceptionnelle architecturale, patrimoniale. Sur la question du classement, le problème, c'est que ça fige. Et pour moi, le cégep, l'idée du cégep du Québec moderne, c'était aussi l'adaptabilité, la flexibilité, une vision progressiste de l'éducation liée au changement. Donc l'architecture moderne, il faut qu'elle change aussi. Et donc dans cette idée d'authenticité, il faut aussi être permissif sur certains aspects qui doivent respecter l'idée originale d'une architecture progressiste. Et c'est là où moi je trouve que des fois il y a une difficulté avec le classement. OK. Donc, on veut garder l'unicité, on ne veut pas figer dans le temps. On sait aussi que le cégep, de par sa nature d'utilisation, est en perpétuelle mouvance. Les outils qu'on peut se donner pour arriver à ça, parce que je te regarde, Pierre-Luc, là, dans mon esprit, là, il y a une manière où tout ça va revenir sur ta table, comme un accompagnement. Non, mais... Il y a une belle énergie ici aujourd'hui, puis on ne veut pas la perdre, là, mais on comprend qu'éventuellement, il risque d'y avoir un fil par ton bureau. Probablement. OK. Est-ce que je peux me permettre? Absolument. Juste pour faire un bout sur ce que M. Carbonnet vient de dire, c'est certain que je crois qu'on a avantage à identifier des éléments, puis un esprit de ce qu'on veut conserver avec le cégep. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se mette trop de cadres additionnels de gestion, mais de se doter d'un mécanisme d'analyse peut-être d'un projet qui dit, bon, ben, regardez ici, voici l'esprit de
du pavillon, voici la manière que ça a été réfléchi, comment qu'on peut faire évoluer ça avec l'évolution des besoins, parce que les besoins évoluent toujours. Si on vient mettre ça trop encadré, trop restrictif, ça va être limitatif pour nous pour faire des changements dans le futur. Puis je crois pas que les fondateurs, de ce que j'ai écouté depuis ce matin, ils n'étaient pas dans cette optique de conservation-là quand ils ont construit ça. Là, ce que je vois, moi, c'est qu'ils étaient innovants. Ils ont même déconstruit des sections de bâtiments 3 ou 4 ans après les avoir construits pour en faire les nouveaux, pour être sûr que ça s'agence. J'ai pas vu cette volonté de vouloir garder ça à tout prix comme ça, mais plus d'être innovant puis d'être les premiers à peu près toujours. Puis c'est encore dans l'ADN du collège. Hein. Mais je vais challenger cette idée-là parce que j'ai beaucoup aimé dans la présentation que vous avez faite de faire apparaître des fiches qui servent de repères, alors que Pierre-Luc vient de nommer la possibilité d'avoir au moins des guides pour l'aider lorsqu'ils ont des interventions à faire. Et je retiens que ce qui est le plus fabuleux et fascinant dans les espaces communautaires, donc le secteur des pas perdus, la salle polyvalente, mais également la salle François Bassard, c'est le fait d'avoir utilisé un matériau béton texturé qui est donc pas si facile que ça à faire disparaître. Donc, dans la notion de perpétuer dans le temps, il y a quand même quelque chose des concepteurs. C'est comme si ces endroits-là, qui étaient comme des lieux de rassemblement, ont déjà eu une signature où ça devient gênant de les détruire n'importe comment. Je ne sais pas si... Oui, c'est vrai. Oui. Donc, peut-être c'est qu'il y a difficile de reprendre aussi le travail. Oui. Donc, si on veut... Oui, Mme Van Atten. Je pense qu'il y a une chose qu'on doit même se mettre en tête, c'est que dans un projet, comment dire, d'intervention sur un bâtiment de valeur patrimoniale, les outils patrimoniaux sont des outils parmi d'autres. Et ce sont des aides à la décision, qui sont des éléments parmi d'autres. Et moi, je dis toujours, la qualité d'un projet, c'est la qualité des personnes qui sont autour de la table. Et il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à trancher. Il y a des choix à faire. La dimension patrimoniale, il ne faut pas, s'en faire le grand méchant loup. Ouais. C'est un élément parmi d'autres. Mais ces éléments-là, Sylvain avait dit que comprendre était important. Et je pense que ce qui est dommage dans l'usage qu'on a des bâtiments, c'est qu'ils sont créés à un moment donné, ils sont célébrés au moment où ils sont, inaugurés, on prend des belles photos. Et le problème, c'est qu'une architecture, ça devient vite une construction qu'on peut mettre à sa main. Qu'est-ce qu'ils font les acheteurs de maisons, peut-être pas si anciennes que ça? Même moi qui ai une maison patrimoniale, qui est une maison de Marcel Parizeau, je dois l'avouer, quand je suis rentrée dans la maison, comme la cuisine était séparée de la salle à manger, je me suis dit, je vais démolir ce mur. Alors que cet espace-là, c'est l'espace fondamental. Donc, je pense qu'il faut, le patrimoine, c'est un élément dans un ensemble de décisions, et les choix sont à faire. Et aujourd'hui, il y a encore un élément supplémentaire qui est, entre guillemets, le développement durable, qui parfois peut être, un élément favorisant la conservation, et parfois, un élément qui remet en question, comme disait Carlo, en fait, ce que fait, tous les enjeux environnementaux, c'est qu'ils mettent en crise, véritablement en crise, la doctrine de la conservation. Parce que la doctrine de la conservation, le pilier, c'est l'authenticité matérielle. Que déjà, qu'au sein de Docomomo, il y a, oui, le temps passe vite, en 96, il y a 20 ans, que déjà, on avait remis en question, parce qu'on avait fait, en fait,
Ben, au sein de Docomomo International, à un moment donné, ICOMOS nous a demandé de réfléchir à la participation du patrimoine de l'architecture du mouvement moderne à la liste du patrimoine mondial. Alors bon, pour ne pas établir une liste, parce qu'au sein du groupe, on ne parvenait pas à se mettre d'accord sur cette liste, on a en fait, réfléchi, est-ce que les critères mis en place par le Centre du patrimoine mondial sont applicables au patrimoine moderne? Et finalement, on était arrivé à la conclusion que tout ce qui était mis en place s'appliquait, sauf la question de l'authenticité matérielle. Et Docomomo avait introduit l'idée de l'authenticité conceptuelle, qui en fait permettait, parce qu'il y a des matériaux qui n'existent plus, parce que bon, on parlait, Sylvain parlait de sa poignée de porte, il parlait du standard, mais le problème, c'est que les matériaux, comme disait Carlos, sont des matériaux industrialisés et que la ligne de production est terminée. Par exemple, les briques de verre. Il y a des briques de verre qui ne se font plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a aussi ces matériaux sont irremplaçables. Et donc, ce que Docomomo avait mis de l'avant, c'était qu'il fallait, c'est une vision très Viollet-le-Duc, là, pour ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire que c'est l'idée du concepteur plus que la matérialité du projet. Mais comment est-ce qu'on se met dans la tête du concepteur? On ne sait pas trop bien. Mais enfin, il y a quand même une espèce d'empathie. Et donc cette notion cardinale, elle avait déjà été mise en question par le patrimoine moderne et aujourd'hui, elle est mise en question par, les enjeux environnementaux. Donc, voilà, en tous les cas. Est-ce que je pourrais dire que si on crée des guides pour aider les administrateurs actuels, mais également les futurs, ce ne sont pas des guides pour dire comment faire, mais ce devrait être des documents pour dire comment réfléchir? Est-ce que ça pourrait être ça? Pour qu'on connaisse les lignes principales du pavillon Gérard Arguin? Oui. Mais je ne veux pas monopoliser. Mais quand même, en patrimoine, l'accumulation d'expertise, ce n'est pas comment faire au moment même sur ce problème-là, mais l'accumulation d'expertise est un élément très important. Pas comment faire, mais savoir comment les autres ont déjà fait, comment ils ont solutionné des problèmes pareils. Pas penser qu'on est les premiers à avoir ces problèmes-là. Il y a tout comme je dis, le patrimoine moderne au niveau technique, ça fait 30 ans qu'on y réfléchit, ça fait 30 ans de littérature, donc il faut se dire, je ne suis pas le premier là, à avoir ces problèmes-là. Il y en a d'autres qui ont dû l'avoir, comment est-ce qu'ils les ont solutionnés? Donc, ce n'est pas comment faire, mais c'est savoir comment d'autres les ont solutionnés. Alors, comment on combine la volonté de bâtiment durable qui est très, je ne veux pas dire tendance, mais qui est très ancrée dans la pensée actuelle et la conservation d'un patrimoine moderne comme on a ici? Je vous ai entendu parler d'industrialisation. Je trouvais que ça nous donnait déjà des pistes d'amorce. Est-ce que... Oui. Je m'intéresse beaucoup à la question des émissions depuis très longtemps, puis il y a plein de bonnes intentions, puis les choses s'améliorent en cette matière-là, mais on est encore en développement, OK? Puis j'étais surpris d'apprendre il y a à peine plus qu'un an que dans les mesures qu'on prend, par exemple, pour mesurer notre empreinte carbone, bon, on s'est d'abord attardé à l'énergie d'opération des bâtiments. Puis là, après ça, on s'est rendu compte que l'énergie grise ou intrinsèque, donc celle qui est nécessaire pour la fabrication des matériaux, bon, elle n'était même pas calculée, donc on s'est mis à la calculer. Et puis là, encore là, aujourd'hui, moi, j'ai appris, c'est ça, il y a un peu moins d'un an, que l'énergie grise des systèmes mécaniques n'est pas encore intégrée. Et il s'avérerait que cette énergie grise-là correspondrait à presque 50% de l'énergie intrinsèque de tous les matériaux. Parce que la mécanique, c'est du cuivre, c'est de l'acier, c'est de l'aluminium, c'est des métaux, donc c'est extrêmement énergivore. Donc, on prend des mesures, puis on se donne bonne conscience en faisant des rénovations, alors qu'on n'a même pas intégré tous les paramètres. Alors qu'on sait très bien que l'intervention la plus écologique, c'est celle qu'on ne fait pas lorsque le matériau n'est pas en fin de vie. Donc, conserver. Conserver le plus longtemps possible.
Alors, quand est-ce que le béton intérieur va exposer ses armatures parce qu'il rouille? Jamais. Jamais. Ça n'arrivera pas cette année. À moins que le toit se mette à couler pendant Ah non. 10 ans. Donc, là, est-ce qu'il y a une bonne raison d'aller recouvrir le béton de l'amphithéâtre ici? Bien, probablement pas, probablement jamais. Alors, c'est peut-être un plan d'intervention, peut-être que le mot plan de conservation est trop fort, mais peut-être qu'un plan d'intervention qui intègre des paramètres qu'on ne prend pas encore en considération, mais qui va mettre celui de la valeur patrimoniale en avant, ça pourrait être bien. Puis, je terminerai en disant, je vais changer un petit peu le propos, mais ça ferait drôlement du bien qu'une institution d'enseignement donne un exemple comme celui-là. Parce que je ne veux pas nommer d'autres institutions, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont été massacrées dans les dernières décennies, qui ont perdu énormément de valeur. Or, depuis 2020, là, on parle beaucoup d'exemplarité de l'État en matière de patrimoine immobilier, mais ça ne s'applique pas encore. S'il y avait un bel exemple avec le Cégep de Jonquière, je pense que ça pourrait faire un extraordinaire levier pour d'autres gestionnaires d'établissements. Puis il y a un autre aspect intéressant à ce que vous dites là, puis vous me corrigerez si je gère, là, mais le fait que ce soit une institution d'éducation, c'est aussi comme un premier levier pour sensibiliser. Et dans toutes vos présentations aujourd'hui, j'ai eu l'impression que cet aspect de sensibilisation des gens à connaître, parce que c'est toujours la première étape, le fait de connaître la source de ce qui est ici pouvait être déjà la première assise solide pour pouvoir conserver ensuite. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, M. Gaston, êtes-vous Je pense d'accord qu'on connaît avec ça? mieux déjà aujourd'hui. Oui. Oui. L'assistance que nous avons aujourd'hui le prouve, c'est-à-dire qu'il y a eu une écoute, mais il y a eu aussi une adhésion à ce projet-là. C'est ça qui est important. Il faut avoir une adhésion locale d'abord pour élever le niveau au plan national. Donc, je pense que ça, ici, aujourd'hui, ça le prouve exactement. Puis la sensibilisation, c'est la clé. En même temps que, comme Martin a mentionné, puis que vous avez mentionné, on n'est pas obligé de tout refaire. On peut réparer et on fait un grand pas en réparant. Donc, si on revient aux outils qu'on a besoin pour que la journée d'aujourd'hui devienne une amorce et qu'on avance avec une masse critique qui augmente de gens qui sont de plus en plus convaincus, vous avez dit pas nécessairement un plan de conservation, mais comment on va appeler ça? Oui. Vers quoi on s'en va? Patrimonial pour commencer. Une étude patrimoniale. Mais il faudrait quand même... Des outils de gestion. Est-ce que c'est une étude patrimoniale ou c'est un énoncé d'intérêt patrimonial? Parce que, bon, je me critique moi-même. Quand je fais des études, c'est très littéraire. Et dans le fond, parfois, j'ai été aussi sur bien des commissions. J'ai été à la commission des biens culturels, j'ai été au Conseil du patrimoine de Montréal. Et je sais que souvent, les études patrimoniales, ça se met sur les tablettes. Mais on ne veut pas ça, là. On a Non, compris mais que... c'est ça. Donc, il faut, je pense, dans une étude patrimoniale, d'autant plus que, par exemple, si on faisait les actes de cette journée ici, il y aurait déjà bien des éléments qui contribueraient à argumenter et à apporter la démonstration à un énoncé d'intérêt patrimonial qui est en fait comme une synthèse d'une étude. Est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps dans une étude très approfondie alors qu'il y a d'autres documents qui font la démonstration? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que, c'est qu'on a souligné le déficit du maintien des actifs. Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour préserver le patrimoine du Cégep? On sait que les budgets ont été réduits. Comment on va faire? Pierre-Luc, tu as une idée? On fait une campagne de financement? Non, une idée, ça rejoint tout ce qui s'est dit. La réparation coûte moins cher que déconstruire et reconstruire, donc je crois que c'est
dans le maintien de nos infrastructures. Si on voit un bris, il ne faut pas le laisser se détériorer, il faut s'en occuper. Puis ça va faire en sorte que ça va se conserver. Ce n'est pas tous les espaces qu'on change de vocation non plus. Donc, je pense que ça passe beaucoup par l'entretien et le maintien. Est-ce que je peux avoir une idée farfelue? On a parlé de sensibilisation. On est dans une maison d'éducation. On a une communauté autour qui était vivante et qui a fait que le Cégep de Jonquière est devenu ce qu'il est. Peut-être que cette communauté-là autour, si on lui fait faire des visites dans le lieu, si on la sensibilise à ce que tout le monde a entendu aujourd'hui, et même les étudiants qui en sont, pourraient devenir des ambassadeurs de cette idée-là, ils pourraient même contribuer d'une manière qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, là. Si chaque étape, parce que je vous ai entendu dire une étude patrimoniale, parfois, oups, elle a pris la tablette parce qu'on ne l'a pas lue. Mais si les gens sont conscients de ce qu'il y a dedans, peut-être qu'ils vont devenir porteurs et vont dire « Oh non, il ne faut pas démolir cette partie-là. » Oui, Pierre-Luc. Bien, pour faire du pouce sur ça, une étude, c'est correct, mais ça prendrait un résumé. Donc, Ça, c'est évident. un résumé avec les grandes C'est lignes. pour ça que je dis un énoncé d'intérêt patrimonial plutôt qu'une étude. Donc, quelque chose qu'on pourrait avoir, parce que souvent, on n'est pas seul dans un projet. On a des bonnes intentions, mais on travaille avec des professionnels, des architectes, des ingénieurs. Donc, c'est toujours une équipe de projet qui mène à prendre des décisions aussi. Il y a tous les éléments que j'ai présentés tantôt qui font partie des choses, mais si on aurait un résumé, une page ou deux, qui détaille l'esprit de qu'est-ce qu'on veut que ça demeure, ben Tu veux ça dire que ça aiderait. ferait partie du contrat que tu fais signer aux professionnels, cette page? Ben, ça pourrait au moins faire partie de l'esprit de conception, Oui. tu sais, à la base, plutôt qu'arriver, puis des fois, puis là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais Non, des non, fois, c'est correct. certaines personnes aiment mettre une signature, ils aiment que ça les représente eux, mais moi, ce qu'on veut, c'est dans le fond, c'est qu'ils gardent la représentativité de nos bâtiments, pas de leurs idées. Moi, Madame je vais leur donner la parole à Madame France. Non. Non? D'abord, D'accord. Monsieur Carlo. En fait, ce n'est pas nécessairement lié, mais ça me faisait penser qu'il y a aussi une transformation radicale dans nos politiques à faire. C'est encore trop valorisé d'avoir la photo où on coupe un ruban d'un bâtiment neuf. C'est trop valorisé. Il faut changer, il faut modifier nos valeurs pour dire, mais non, dans la conservation du béton, c'est une idée progressiste parce qu'on conserve aussi la volonté qui était derrière ce pavillon-là, ou ce bâtiment-là, ou ce matériau-là. Et ça, c'est une perspective qui est peut-être trop naïve de penser comme ça, mais je pense qu'on devrait forcer, en tant que citoyen, une sorte de révolution. Il y avait peut-être la révolution tranquille, mais une révolution vers l'éthique de la réparation, finalement, où finalement, c'est Sobriété. oui, et que ça se passe dans la communauté, comme avec vous. Vous avez pas besoin de classement, vous avez un bâtiment, vous l'aimez, vous allez bien... C'est avant tout une question d'amour, finalement. Finalement, les photos, au lieu d'indiquer le budget du projet, devraient indiquer combien de GES on a sauvé à ne pas l'avoir démoli, cette section-là. On devrait comme mousser pas la même chose que ce qui est affiché habituellement. On peut-tu dire ça comme ça? Peut-être? Pour moi, les études sont très importantes. Okay? Et l'application pour Pierre-Luc, c'est un énoncé d'importance, comme on a sur les fiches du ministère. L'étude, pourquoi c'est important? Quand c'est fait avec des universitaires, ça permet à un lieu, à une région, d'avoir une notoriété internationale. Et ça, pour moi, ça fait partie de la fierté et c'est très important. Et je pense qu'on l'a entendu, cette fierté-là, aujourd'hui, dans ce qui a créé le Cégep. Je vais vous... Moi, je voulais ajouter, on a parlé des précédents, on a parlé, de l'expertise accumulée en ce qui concerne les interventions, mais il y a aussi des expertises accumulées en ce qui concerne les plans de conservation. Par exemple, un plan qui est assez exemplaire, c'est celui pour l'Opéra de Sydney. Il y a moyen, en fait, au niveau de la structure d'un plan de conservation,
de permettre des différents niveaux de lecture. Et bon, voilà, suivant les utilisateurs, suivant ceux qui doivent l'utiliser. Il y a un plan de conservation, ça peut être pour les gestes quotidiens, ça peut être pour à moyen terme, ça peut être pour à long terme. Donc il y a aussi, là, il y a une expertise accumulée dont on peut se servir pour décider ce qu'on veut véritablement localement. Et qui aide à prévoir avant que le tuyau se mette à couler. On peut-tu dire ça comme ça? Monsieur Martin. Oui, c'est Pierre-Luc qui m'a amené à cette réflexion-là en parlant de faire affaire avec des professionnels lors des grands projets. C'est ça, ça me fait penser à des discussions qu'on a eues lors du second congrès d'éco-bâtiment qui s'est déroulé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, à Québec. Durant lequel on a appris, il y avait un panel comme ça à la fin du colloque. Puis au panel, il y avait entre autres Mme Sylvia Garcia, qui est vice-présidente de la réglementation et de l'innovation à la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Elle nous a raconté, Mme Garcia, que lorsqu'elle est arrivée en poste à la RBQ, elle a dit, moi, mon plus grand souhait, c'est de faire une bibliothèque des demandes de mesures différentes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On aime ça, on aime ça. Ouais. Et Mme Garcia s'est fait dire par ses patrons, ça, tu vas oublier ça. Mais pourquoi? Bien, parce que les architectes ne voudront jamais. Puis là, elle était vraiment surprise. Et moi-même, je n'ai jamais été en pratique privée là, en architecture. Pierre Corriveau, qui est le président aussi, est comme tombé des nues. Mais là, c'était un non-dit. Il y a beaucoup d'architectes qui font une chasse gardée de tous les trucs qu'ils ont trouvés, toutes les astuces qu'ils ont développées pour faire les demandes de mesures différentes dans des projets très, mais tricky de restauration de bâtiments anciens et de bâtiments patrimoniaux. Et ils gardent ça pour leur firme. Moi, j'aime penser qu'on avance dans une période de collaboration plus grande. C'est exactement. Le président de l'Ordre a dit que ça va changer demain matin. Puis à la RBQ, ils ont été très sensibles à ça. Puis Mme Garcia, bref, là j'en viens à mon point, Pierre-Luc. Mme Garcia a conseillé fortement à tous les architectes, tous les professionnels présents et tous les ingénieurs présents au Congrès de ne pas hésiter à faire des demandes de mesures différentes lorsqu'ils agissent dans un bâtiment patrimonial. Ça les aide à rédiger les prochaines parties de code qui vont paraître dans le prochain code. Et ils sont tout à fait ouverts aussi à partager un maximum d'informations en matière de démarches liées aux demandes de mesures différentes. Donc, la suggestion que je pourrais faire, ce n'est pas celle nécessairement de la rédaction d'un outil de protection de conservation comme tel, mais dans toutes les interventions, prendre le réflexe tout de suite de penser au potentiel des demandes de mesures différentes, puis d'établir un contact tout de suite avec la RBQ. Puis ça peut même être mentionné dans les devis d'appel d'offres que vous faites. Sensibiliser tout de suite vos professionnels à cette chose-là. Pensez à éviter le plus possible de modifier des composantes originales pour éviter des mises aux normes qui seraient délétères là, pour la valeur patrimoniale. Très intéressant. Merci. Est-ce que vous nous permettez qu'on passe aux questions dans la salle? Oui, bien en fait, c'est ce que j'allais peut-être vous inviter à faire. Donc, on est bien Et qu'on les grands esprits se rencontrent. Oui, il y a une main levée là-bas. Est-ce que vous allez vouloir promener le micro? Merci. Est-ce que vous pouvez dire à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît? C'est une question complémentaire à ce que j'entends. Aujourd'hui, je découvre beaucoup au niveau de l'architecture. Alors, on laissera spontanément quelqu'un décider de vous répondre. Il y a une autre dynamique qui est importante dans l'organisation. C'est un concept récent, c'est la culture organisationnelle. C'est les humains
qui, à l'intérieur de ça, ont créé, comme ici, c'est un lieu de dialogue, et les humains, à partir des laïcs, tout ça, dans le fond, ont développé une culture organisationnelle. Et généralement, de façon, la définition de la culture la plus à point qu'on aurait actuellement, c'est quelque chose de dynamique qui évolue dans le temps. C'est quelque chose qui est basé sur une façon de penser, c'est basé sur des valeurs, et les valeurs au niveau du développement organisationnel étaient beaucoup basées sur le dialogue, la relation de coopération, le dialogue comme démocratie directe. Donc, tout ça que je veux mentionner, je termine présentement une recherche au niveau de la culture organisationnelle chez Alcan. Et pour moi, les humains sont au centre de la culture, et c'est les humains chez Alcan qui ont pu permettre de développer ça. Je donne un exemple concret. Au niveau de la construction des usines, Claude Chamberlain, je pense à l'usine de La Terrière, à l'usine des Grandes-Baies, à l'usine de La Terrière, tout ça. Au niveau de la construction, au lieu de faire seulement de l'ingénierie puis les concepteurs, mais les gens qui étaient nommés pour les opérations, ont été consultés pour bâtir cet édifice-là. Ils ont mis 2 endroits publics, 2 gymnases, pour que les gens se rencontrent. Bref, il y a une culture organisationnelle qui est complémentaire à ça. Le patrimoine, pour moi, il peut vivre encore, mais il ne faut pas que ce soit le patrimoine comme quelque chose de passé. Et il y a une complémentarité entre les deux. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris. Il y a le bâti, il y a tout ça, mais il y a la culture des gens qui sont là. Et au cégep de Jonquière, moi, puis au collège, c'est cette culture démocratique, cette culture du dialogue qui est maintenue dans le temps. Donc, la culture évolue, elle est dynamique, et je pense que c'est un volet complémentaire. Comme moi, je dis qu'il y a une complémentarité entre le bâti et également les gens qui sont des humains qui dirigent ça, qui créent le dialogue. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce commentaire? Oui. J'ai un commentaire, mais une étude de cas dans votre recherche, un autre lien avec l'Italie. L'entreprise Olivetti. Donc, c'est vraiment la base de cette idée d'une sorte de complémentarité entre une culture organisationnelle, une culture du bâti, une culture du moderne. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment riche comme idée, parce que finalement, le bâtiment, c'est pour l'humain. Et donc, il faut avoir cette complémentarité qu'on retrouve dans la discussion aussi aujourd'hui. Dans les commentaires que j'ai entendus aujourd'hui, il y a entre autres beaucoup de personnes qui ont parlé de ce que vous appeliez la place rouge, où il y avait un espace qui était ouvert au cégep, qui a été rempli, donc on a rénové par l'intérieur. Et ceux qui avaient connu le avant ont, pour la plupart, fait des commentaires à l'effet qu'il y avait l'impression d'avoir comme un peu perdu dans cette partie-là. Je pense que l'humain devient à la base des prochains projets. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un commentaire ou une question? Oh, ma mission n'a pas été tant utilisée que ça. OK. Mais en fait, c'est parce que vous avez eu une table ronde si riche, toutes les questions presque ont été traitées ou posées. Mais en fait, je pense que ces échanges pourront continuer, parce que suite à notre événement, en fait, vous êtes tous et toutes invités à un verre de l'amitié. Donc, on va pouvoir continuer à discuter ensemble. Donc, je me fais également l'autre mandat, donc le gardien du temps. Ah oui, j'en ai voilà. compris celui-là. Vous le respectiez bien. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez ajouter avant qu'on ferme? Non, vous êtes correct? Je vous laisse applaudir. Mais remercier tout le monde. Mais c'est ce que je voulais faire. Alors, je voulais remercier tous nos conférenciers, d'une part, remercier votre attention aujourd'hui. Je vais faire une dernière remarque. On a regardé toute la journée ce lutrin-là, et je n'ai pas cessé de voir la forme du béton des Pas perdus, qui fait partie du logo du cégep. Alors, je pense qu'on a déjà semé ce qui était à la base. Je nous souhaite que ça avance pour le mieux. Oui. Merci beaucoup. Et oui, on a le droit d'applaudir tous ces gens-là. Oui. Et un applaudissement également pour l'animatrice de cette table ronde. Alors, on vous en fait demande de rester assis, peut-être pour clore en beauté cet événement. En fait, j'inviterai notre directeur général, Sylvain Gaudreault, à vous adresser quelques mots. Tu as commencé et tu vas finir, c'est ça? Est-ce que vous avez aimé votre journée? Je sais qu'il y a des gens qui
connaissent le cégep depuis très, très longtemps, même le collège classique. Puis je sais que, pour avoir parlé avec plusieurs d'entre vous, vous l'avez redécouvert aujourd'hui, ou découvert même dans certains cas, et que pour plusieurs d'entre vous, la compréhension, votre façon de voir le cégep est différente. Et que je pense que cette journée nous a permis aussi au-delà du cégep, de voir l'architecture, de comprendre l'architecture de façon différente. Moi, il y a une expression que j'ai adorée et qui est nommée par Mme Van Latem, et elle le sait parce que je lui ai dit à plusieurs reprises, le paysage intérieur. Pour moi, ça en dit tellement long sur ce qu'est notre établissement. Quand on se promène, c'est aussi de l'extérieur un paysage extraordinaire avec ses formes très audacieuses, la verticalité, l'horizontalité, mais à l'intérieur, on peut certainement dire qu'on se promène dans un paysage intérieur. Je ne devais pas intervenir à la fin, mais je trouvais ça important de le faire parce que j'ai trouvé que la journée était tellement riche. Je pense qu'il est de ma responsabilité comme directeur général d'essayer de boucler la boucle ou de vous dire que la journée d'aujourd'hui ne se transformera pas en tablette, ne deviendra pas juste un vœu pieux pour qu'après, il ne se passe plus rien. En tout cas, ce n'est pas mon style de gestion d'agir de cette manière-là. Donc, je trouvais ça important quand même, puis je trouvais que c'était de ma responsabilité de vous dire que ce qu'on a fait aujourd'hui n'est pas vain. Ce qu'on a fait aujourd'hui va avoir une suite. 2 éléments. D'abord, Gaston vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous allons, on espère en tout cas pour février 2027, ouvrir une attestation d'études collégiales, une AEC, donc du côté de la formation continue avec Mastera, notamment du côté de notre centre de Charlevoix. On va avoir une attestation d'études collégiales, une AEC, en valorisation intégrée du patrimoine. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce que, on le répète, il faut d'abord avoir la connaissance. Puis ça va s'adresser au Martin de ce monde, là, qu'il n'y aura pas besoin de l'AEC, lui, il connaît déjà tout ça, mais il y a beaucoup de besoins dans les différentes municipalités, dans les MRC du Québec, qui parfois ont des richesses incroyables sur leur territoire, mais qui n'ont pas nécessairement de moyens. On pense aux petites municipalités. Donc, on espère qu'avec une formation en valorisation intégrée du patrimoine, ça va venir soutenir ça. Deuxième élément sur lequel je veux intervenir, c'est la question de l'exemplarité. Ça a été nommé à plusieurs reprises, l'exemplarité. Moi, j'y crois beaucoup, ça, à l'exemplarité. Puis, je pense que c'est Martin qui le nommait. Il est vrai que nous ne sommes pas éternels. Moi, j'ai un mandat de directeur général qui un jour va se terminer. Moi, je peux être un DG qui aime le patrimoine, qui chérit le paysage intérieur du cégep de Jonquière, mais ça ne veut pas dire que mon successeur ou ma successeur ou les équipes qui vont me suivre vont avoir la même passion. Mais il reste une chose, c'est que quand on démarre une démarche, quand on lance un projet, quand on cite, qu'on ne classe pas, mais qu'on cite, quand on est exemplaire, c'est plus difficile après de reculer pour les successeurs éventuels, parce qu'il y a un poids moral. Alors, quand on met quelque chose en avant, bonne chance pour le suivant ou la suivante de reculer, parce qu'il va se le faire dire. Donc, moi, ça, j'y crois, à cette exemplarité. Alors, ce que je veux vous dire, évidemment, j'en avais parlé déjà avec Mme Van Latem et avec d'autres, c'est qu'on va entamer une démarche. Je ne peux pas vous donner le détail aujourd'hui, mais on va entamer une démarche pour se donner un guide. Parce que Pierre-Luc est une ressource extraordinaire pour notre établissement. Il n'y a pas une journée presque qu'on ne se parle pas. Donc, on a besoin d'un guide. Comme gestionnaire, moi, je peux bien être un passionné du patrimoine, mais on ne sait pas tout. C'est la même chose avec Pierre-Luc. On a besoin d'aide à la gestion.
pour faire des choix, comme disait Mme Van Latem. Alors, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on va aller de l'avant avec ça. On va voir quel outil on peut se donner pour nous aider à la gestion, pour conserver et mettre en valeur ce concept qui est aujourd'hui un patrimoine, ce concept de nos fondateurs, qui fait en sorte que le Cégep de Jonquière est encore vivant aujourd'hui avec sa couleur. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On va aller de l'avant avec ça. Puis, on va progresser. Puis, je pense que ça va nous aider tous et toutes pour les choix futurs dans le souci de conserver notre richesse patrimoniale. Je veux terminer en vous remerciant, d'abord vous tous et toutes, d'avoir assisté de façon assidue. On a perdu quelques joueurs en cours de journée, mais c'est normal, il y a des cours et toutes sortes de choses. Je veux remercier Docomomo, évidemment, qui nous ont soutenus de façon importante, notamment cette chère présidente de Docomomo, Mme Van Latem. Je pense qu'on peut l'applaudir. Qui est venu à plusieurs reprises depuis la dernière année ici au Cégep. Alors, merci beaucoup pour tout votre travail et votre passion. Je veux remercier France Tremblay qui a aussi accompagné France Van Latem, alors qui travaillait étroitement ensemble. Je veux remercier Louis-Michel pour son travail d'animation aujourd'hui, puis son travail de whip. Je veux remercier tous les intervenants, donc Jérôme, Martin Aucarré, Jonathan, France, Dominique Saint-Gelais, Gaston, Carlo, Pierre-Luc, évidemment. Je veux remercier le département d'aménagement et d'urbanisme. Vous êtes encore présents. Je sais qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui ont participé aujourd'hui. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est ce lien, ce contact avec les étudiants. Puis je vous invite à venir partager un verre de l'amitié dans ce paysage intérieur qui est notre cégep. Merci. Merci. Peut-être un dernier élément, dans le fond, la captation qui a été réalisée toute la journée par les étudiants d'art et technologie des médias. Donc, les conférences vont être, bien entendu, disponibles sur la chaîne YouTube du Cégep de Jonquière. Alors, merci encore. Bonne fin de journée.